Je vais donc aujourd'hui évoquer devant vous une figure assez originale de l'éducation nouvelle, puisque donc il s'agit d'Hélène Guimpier, puisqu'elle est à la fois artiste peintre, pédagogue et également, on pourrait dire aujourd'hui, chef d'entreprise, puisqu'elle va créer en 1920, dans Lyon, un atelier de broderie d'art dans lequel elle va employer des jeunes filles des campagnes. Enfin, qu'elle appelle à l'époque des fillettes. Elles ont entre 12 et 13 ans, mais on retrouve souvent l'appellation de fillettes, donc des enfants. Donc le profil d'Hélène Guimpier, qui est une figure méconnue, pour ne pas dire inconnue, de l'éducation nouvelle, est très différent des autres pédagogues de ce mouvement, puisqu'elle est artiste peintre, formée à l'école des Beaux-Arts de Paris. Elle est passée auparavant par l'Académie Julian. Elle est ensuite directrice d'un atelier de broderie d'art et elle n'est pas passée par une école normale d'institutrice, ni par une formation universitaire comme la plupart des femmes pédagogues de ce mouvement. Elle va inventer en 1920 la méthode de dessin libre à grande échelle exécutée au pinceau, qui va connaître un réel succès et tomber dans un oubli total à sa mort prématurée en 1937, puisqu'elle va disparaître à l'âge de 54 ans. Alors j'évoquerai le contexte de création de la méthode, qui est née dans un environnement artisanal et rural, et je vais essayer de montrer en quoi le profil atypique d'Hélène Guimpier a déterminé les contours originaux de sa méthode de dessin. Nous verrons ensuite qu'entre 1920 et 1935, sa méthode s'est diffusée tout d'abord au plan local, au plan du département, et s'est diffusée ensuite au niveau national. Et grâce à quel réseau ? Et puis, j'évoquerai notamment à ce propos le rôle de Gaston Queignoux et son implication l'implication de Guimpier dans les classes Freinet. Et puis, j'évoquerai avec vous la postérité et l'héritage de la méthode d'Hélène Guimpier, parce qu'évidemment, on peut se demander pourquoi sa méthode disparaît si brutalement avec elle, puisqu'il s'agit vraiment d'une disparition quasiment instantanée. Elle meurt et quelques semaines après, c'est terminé, on ne retrouve plus aucune trace d'elle, où que ce soit. Elle disparaît d'ailleurs non seulement comme pédagogue, mais également comme peintre, puisque l'histoire de l'art va également complètement l'oublier. Alors, je voudrais préciser que l'identification des sources concernant pour ce travail a été extrêmement difficile parce que d'abord la méthode est décrite sous plus d'une quinzaine d'appellations différentes. Quand on la retrouve sous une quantité de terminologie très très variée. Et puis parfois aussi des expressions extrêmement banales comme méthode de dessin libre. Donc ça a été assez compliqué d'arriver à la débusquer, si je puis dire. Et puis le fonds d'archives que j'ai étudié, en fait, a été très très difficile à rassembler. Puisque personne à sa disparition ne s'est intéressé à sa postérité, que ce soit au plan familial ou alors au plan, par exemple la DRAC ou des institutions comme celle-là n'ont pas manifesté d'intérêt pour le fonds, puisqu'il s'agit non seulement d'un fonds qui est lié à sa carrière de pédagogue, mais également un fonds d'œuvres d'art. Et puis, au niveau de la commune dans laquelle elle a vécu dans Lyon, les archives communales ont été détruites par le feu dans les années 80. Ce qui fait que je n'ai aucune, à partir de la fin du 19e siècle, je n'ai absolument aucune source. Donc j'ai dû rechercher des archives privées et donc c'est pour cela que ça fait maintenant 15 ans que j'essaie de rassembler ces archives et de pouvoir recréer les contours du personnage. Alors, donc, il est important de présenter quelques repères biographiques concernant Hélène Guimpier. Alors, Hélène Guimpier est d'origine paysanne. Alors, paysanne par son père. Ses parents sont des gens son père est quelqu'un d'une famille qui gratte vraiment la terre. Sa mère est d'origine un petit peu, plutôt des propriétaires terriens, donc un peu plus aisés. Elle va naître dans la Nièvre en 1883.
Elle effectue sa scolarité chez les Sœurs Ursulines de Nevers et en 1899, à 16 ans, elle obtient son brevet élémentaire de capacité pour l'enseignement primaire. On la retrouve de 1907 à 1913, professeure de dessin à Paris. En 1909, elle est admise à l'École des Beaux-Arts de Paris, après avoir réussi le concours d'entrée, qui est, comme vous le savez sans doute, particulièrement difficile. Elle va rester étudiante aux Beaux-Arts de Paris jusqu'en 1918 et va y recevoir un enseignement classique extrêmement rigoureux d'un point de vue technique et qui ne laisse aucune place en fait à l'expression personnelle. En 1905, elle va rencontrer le peintre Jules Adler, qui va être un de ses professeurs. Et cette rencontre va vraiment modifier, je pense être aussi à l'origine de la pédagogie qu'elle va développer plus tard, puisqu'elle dit que Jules Adler lui fait découvrir le travail heureux. Sans doute évidemment à l'opposé des professeurs qu'elle a à l'école des Beaux-Arts, qui sont qui sont des peintres issus de l'école classique et avec lesquels le travail n'est pas heureux. Donc, voilà un petit peu les contours brossés rapidement d'Hélène Guimpier. Alors, ce qui nous intéresse et ce que je voudrais développer principalement aujourd'hui, c'est sa méthode de dessin libre et voir avec vous dans quel contexte est née cette méthode. Quand on cherche un petit peu à regarder les contours de ce qu'on entend par dessin libre dans la presse de l'époque, entre 1910 je dirais, et 1937, qui est assez abondante, on voit, et d'ailleurs c'est la définition qu'en donne Gaston Queignoux, que le dessin libre en fait est avant tout un dessin qu'on appelle d'imagination, qui peut être réalisé à la maison ou dans la classe, c'est-à-dire que l'enfant ne doit ni copier un modèle, ni s'en inspirer. Il doit chercher en lui-même les moyens de dessiner le sujet qui va lui être imposé ou qu'il peut librement choisir. Bon, Freinet, lui, dit que l'utilisation d'un modèle est possible. Il nous dit l'enfant peut dessiner en s'appuyant sur de bons modèles artistiques que chacun verra sous l'angle qui lui plaira. Bon, en tout cas, une chose est commune à toutes les conceptions qu'on peut retrouver du dessin libre, c'est que la technique est complètement libre. Les supports, tout support et tout médium sont bons à prendre. Le papier, quelle que soit sa couleur, quel que soit son format, et puis après le crayon de couleur, la craie, la peinture à l'eau, enfin la gouache, l'aquarelle, tout est utilisable. Il n'y a pas de contraintes liées en fait au médium, si je puis dire. L'élève en use à sa guise. Alors la méthode d'Hélène Guimpier est très différente, même si elle laisse une réelle liberté à l'enfant. C'est-à-dire que la singularité en fait déjà de sa méthode est qu'elle est issue d'un contexte professionnel et artisanal. En 1919, Hélène Guimpier crée dans Lyon un atelier de broderie d'art, qu'on appellera les ateliers villageois, où elle emploie des fillettes de familles paysannes des environs de Saint-Mauré, là où elle a installé ses ateliers dans Lyon. Donc ce sont des filles qui sont libérées de l'obligation scolaire et qui ont besoin de gagner un revenu d'appoint pour permettre la subsistance de la famille. Hélène Guimpier donc les embauche dans son atelier. Elle va avoir jusqu'à une dizaine de brodeuses qu'elle va salarier et elle leur apprend la technique de la broderie. Assez rapidement, en fait, alors c'est elle qui crée les motifs à broder, et assez rapidement, elle va avoir l'idée de faire collaborer ses ouvrières à la création de ces motifs, et elle remarque en 1920 qu'une de ces fillettes de 12 ans, Germaine Rameau, semble avoir des dispositions assez particulières pour le dessin. Donc, elle va lui donner un matériel qu'elle a choisi, sélectionné, et elle lui donne quelques consignes techniques et lui confie la réalisation de motifs. Et les résultats vont être tellement probants qu'elle est très étonnée. Elle se dit, mais en fait, est-ce que cette jeune fille est particulièrement douée ? Ou est-ce que si on donne les mêmes outils et la même méthode au reste de l'atelier, on obtiendra les mêmes résultats ? Donc c'est ce qu'elle fait. Elle distribue le même matériel et les mêmes consignes au reste de l'atelier et elle constate qu'effectivement, les résultats sont tout aussi étonnants. Donc elle va donc à ce moment-là
rédiger ou formaliser véritablement une méthode. Donc sa méthode de dessin libre à grande échelle exécutée au pinceau. Et puis la généraliser ensuite à tous les enfants à partir de 6 ans. Donc, quel est le principe de cette méthode? Alors, la méthode d'Hélène Guinepier est basée sur 4 étapes clés qui sont faciles à comprendre pour les enfants à partir de 6 ans et faciles à appliquer, à mettre en œuvre. Le strict respect de ces 4 étapes va permettre à des instituteurs qui n'ont aucune formation artistique et ni même d'ailleurs de disposition pour le dessin, qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas doués pour le dessin ou ne savent pas dessiner, de pouvoir appliquer la méthode dans leur classe. Et ce point est très important parce que c'est ce qui va permettre à la méthode d'être diffusée dans tout le département de l'Yonne dès 1920. La méthode va se diffuser dans plus de 70 écoles de l'Yonne et va pouvoir ensuite être diffusée sur tout le territoire national grâce à un réseau d'instituteurs. Grâce au fait, ça c'est vraiment important, que cette méthode ne demande aucune formation artistique pour être enseignée, ni bien entendu appliquée. Alors la méthode est conçue pour être appliquée de préférence en plein air. Alors Guinepier était très concernée elle s'intéressait à l'hygiénisme. Elle était très concernée par la problématique de la tuberculose qu'elle avait étudiée, puisqu'elle dit je connais une autre question à fond, la calcification et la tuberculose, chose que devraient connaître les médecins d'abord, et les familles aussi, et les éducateurs. Le moyen d'éviter la tuberculose en créant un milieu où le microbe ne peut pas vivre. Donc, elle préconise de préférence l'utilisation de la méthode en plein air, quand c'est possible. Alors, quelles sont les 4 étapes de la méthode? Tout d'abord, l'observation approfondie du sujet, qui va être choisie par l'enfant ou par l'instituteur, mais on encourage l'enfant à apporter en classe le sujet à représenter. Deuxième étape, une esquisse rapide au fusain sans s'attarder sur les détails. Troisième étape, une reprise des traits à l'encre de Chine et au pinceau. Et quatrième étape, la coloration des zones qui sont ainsi délimitées. En fait, on obtient des zones cloisonnées, un peu comme dans un vitrail. Et ces colorations, ces zones vont être colorées à la gouache. On a plat de couleurs, en fait. Les couleurs sont préparées par les enfants eux-mêmes en mélangeant de la colle, des pigments et de l'eau. Et c'est de cette manière que les enfants, en manipulant les couleurs, vont être amenés à découvrir eux-mêmes le principe des mélanges de couleurs. Donc la méthode repose sur ces 4 étapes. Elle repose aussi sur 3 principes. Donc la technique, ça c'est vraiment très important quand on parle de la particularité de la méthode de Guinepier. Donc la technique est au centre du procédé. C'est vraiment sa grande particularité. Le crayon à papier et la gomme sont interdits, de même que le petit format. Le dessin doit être réalisé d'après le motif grandeur nature. Le papier blanc est interdit. Le papier doit être beige, gris pâle, vert pâle, mais jamais de blanc. Et le sujet doit toujours être choisi dans la nature, donc des feuilles, des fleurs, des fruits, de la mousse, des champignons, éventuellement de petits insectes ou des escargots, des coléoptères, enfin des petits animaux. Et Guinepier a défini très précisément le matériel à employer et l'importance de respecter ces 4 étapes, parce que ces 4 étapes et le matériel vont permettre à l'enfant d'éviter les difficultés qui risquent d'entraver sa confiance en lui-même. Et cette confiance qu'il va avoir grâce à cette colonne vertébrale en fait de la technique, vont permettre sa liberté de création, et sa liberté de création va stimuler sa créativité. Donc, deuxième principe, l'instituteur est un animateur. En fait, l'enseignant, donc c'est le mot qu'elle utilise, l'enseignant n'est pas donc l'instituteur n'est pas un professeur, c'est un animateur. En fait, son rôle se limite à veiller au respect des 4 étapes. C'est la seule chose qu'il doit faire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est incontournable dans la méthode. Donc l'animateur veille au respect des 4 étapes et il va accompagner l'enfant dans une démarche d'auto-évaluation et s'interdit toute critique.
Donc il peut, par exemple, quand l'esquisse au fusain est faite, prendre la feuille, la présenter à l'enfant et lui demander ce qu'il pense de son travail. Et c'est l'enfant qui va verbaliser en disant bah, c'est trop petit, c'est trop près du bord, c'est de travers, mais jamais, en fait, l'animateur ne doit intervenir. Et donc le troisième principe, effectivement, c'est l'auto-évaluation. L'enfant est le seul juge de son travail, il apprend par l'expérience. Guinpier dit « La pensée prend corps par la réalisation. La comparaison permanente entre le travail, le modèle, la palette qui fournit l'élément d'exécution, l'enfant est son propre critique, culture du jugement. » Donc voilà quelques exemples de dessins d'enfants réalisés entre 1925 et 1930 dans les écoles de Lyon avec la méthode. La plupart de ces dessins ont fait l'objet soit de publications dans la presse ou dans des journaux. Par exemple, les poires en haut à gauche, le pot de géranium et le pain en bas à gauche sont parus dans un numéro spécial de l'illustration qui a été consacré à la méthode. Et les autres dessins ont été exposés dans de nombreuses expositions dédiées à l'enfance à Paris à cette époque. Alors, en ce qui concerne la diffusion de la méthode d'Hélène Guinpier, on retrouve entre 1920 et 1937 de nombreux articles de presse et également dans des revues qui sont consacrées à la méthode de dessin libre d'Hélène Guinpier. En 1920, dès 1920, une institutrice de Lyon, Madeleine Chambriard, va appliquer la méthode dans ses classes, au gré de ses mutations. Et la qualité, en fait, des dessins de son cours de dessin, des dessins qu'elle obtient avec ses élèves, est remarquée lors de ses inspections, notamment en 1926. En 1927, les dessins de sa classe vont être exposés au musée pédagogique. Ils ont un style aisément identifiable. Je ne sais pas, vous l'aurez peut-être remarqué à la vue de ces dessins. Il n'y a pas de détails, pas de perspective. Ce sont des dessins à plat avec des contours assez marqués et des aplats de couleurs, mais qui s'attachent en fait à l'essentiel, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la méthode est issue d'un projet de création de motifs d'art décoratif, de décoration pour la broderie. Donc, c'est grâce, en fait, à l'impulsion aussi de Madeleine Chambriard qui va exporter la méthode à Saint-Mauré, puis à La Roche dans l'Yonne, et puis pour finir à Saint-Sauveur-en-Puisaye, pays natal de Colette, que la méthode va essaimer, se répandre, puisque les instituteurs aussi, on retrouve de la correspondance des instituteurs entre eux, discutant, enfin évoquant la méthode et échangeant aussi leur façon de l'enseigner et proposant même parfois des améliorations ou suggérant aussi des manières de l'utiliser en classe. En 1925, Roger Lallemand, un instituteur en poste dans les Ardennes, va assister à une conférence de Roger Cousinet sur l'éducation nouvelle. Il va être convaincu et entend en 1927 parler de la méthode d'Hélène Guinpier. Et à ce moment-là, il se met en relation avec elle, tout en se rapprochant parallèlement assez activement du réseau Freinet. Il va utiliser la méthode dans ses classes et en faire la promotion dans le réseau Freinet. Il va publier successivement 2 articles dans l'Éducateur prolétarien en 1933 sur la méthode d'Hélène Guinpier et il écrit « La méthode m'a conquis à ce point que je ne voudrais pas attendre 1 minute avant de la faire connaître aux camarades. » En 1926, l'association Enfance et Jeunesse, présidée par Georges Moreau, va confier à Hélène Guinpier le cours de dessin au sein de l'association Enfance et Jeunesse et met un atelier à sa disposition au 77 rue d'Enfer-Rochereau à Paris. Alors s'ensuivent de nombreuses expositions annuelles jusqu'en 1935, dont l'exposition de l'enfance aux Tuileries en 1926 ou l'exposition au 4e congrès de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle à Locarno en 1927.
En 1928, la revue L'Éducation consacre un numéro spécial à l'enseignement du dessin dans l'Yonne, donc en fait à la méthode de dessin de Guinepier. Et dans cet article, les principes de la méthode Guinepier sont mis en perspective avec la méthode Quenu. Alors on retrouve dans ce numéro la méthode sous le nom de méthode d'Ormois, ou de méthode de l'école décorative d'Ormois, nom de l'une des communes dans laquelle Madeleine Chambriard va être en poste à cette époque. En 1929, la revue L'Enseignement primaire et supérieur publie aussi un article consacré aux petits primitifs de Lyon. Alors là, je cite certains articles, je ne cite pas la totalité des articles qui sont parus sur cette méthode, où les enfants sont qualifiés de petits primitifs, les petits primitifs qui décident avec la méthode NG, la méthode de Guinepier. En fait, pourquoi petits primitifs? Parce qu'en fait, on retrouve là une terminologie qui s'applique à une préoccupation des artistes emblématiques de l'art moderne comme Picasso, Matisse ou Gauguin, qui veulent revenir à une forme d'art primitive, et donc on sent en fait une connexion qui existe quand même entre le regard du public sur la méthode et cette connexion avec l'art moderne. Alors, donc les publications et les conférences vont se succéder jusqu'en 1934, où Hélène Guinepier, en fait, va rompre avec... il y a des tensions avec Georges Moreau et Enfance et Jeunesse, également des tensions avec Madeleine Guérit, qu'elle a rencontrée précédemment. Et en 1935, Hélène Guinepier, en fait, rompt avec Enfance et Jeunesse, prend son propre atelier, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle va enfin donner un nom à sa méthode Elgui. C'est à ce moment-là aussi que Roger Lallemand va projeter la création d'un atelier de peinture à la colle dans le réseau Freinet, mais malheureusement, celui-ci n'aura pas le temps d'être mis en place. Alors, donc, j'en arrive à la disparition d'Hélène Guinepier et de sa méthode en 1937. Alors, pourquoi est-elle condamnée au moment de sa mort à cet oubli total, malgré l'intérêt réel qu'a suscité sa méthode pendant plus de 15 ans? Alors, là, je ne peux à ce stade émettre que des hypothèses. Alors, déjà, peut-être son caractère. C'était une femme très idéaliste, qui était entièrement vouée à sa cause et qui n'a peut-être pas perçu les manœuvres de son entourage, comme celle de Georges Moreau, qui clairement a cherché à récupérer les lauriers un petit peu de cette méthode et se les accaparer. Peut-être aussi les origines sociales d'Hélène Guinepier, qui malgré le fait qu'elle ait étudié et vécu à Paris, n'était pas une femme de réseau, et qu'elle n'avait pas, comme on dit parfois, elle n'avait pas les codes. Et ce qui fait qu'elle n'a pas été capable parfois de se défendre et de s'imposer. Peut-être également aussi son statut de célibataire, puisque quand on était une femme célibataire dans l'entre-deux-guerres, on était assez mal vu, puisque on allait contre en fait le projet national de repeuplement de la France, puisqu'on encourageait le mariage et la famille nombreuse, et clairement le statut de célibat choisi, et je pense que c'est le cas d'Hélène Guinepier, n'était pas bien vu. La famille ne s'est pas non plus souciée de sa postérité, malgré ce qu'elle avait écrit à Roger Lallemand, puisqu'après le décès d'Hélène Guinepier, on retrouve une lettre de la sœur de Roger Lallemand, d'Hélène Guinepier et de sa nièce, qui disent « Nous reprendrons la diffusion de la méthode, mais en fait, rien ne s'est passé ». Et puis peut-être aussi, pour finir, une perception erronée du public de la somme de travail, d'élaboration et de réflexion qui se cachait, si je puis dire, derrière la méthode, derrière son apparente simplicité. Quand on lit la presse de l'époque, on a des commentaires comme les résultats surprenants d'une méthode qui consiste à ne pas en avoir. Or, ça n'est pas du tout le cas, comme nous l'avons vu. Chacun de ces petits primitifs a traité le sujet à sa fantaisie, selon l'inspiration du moment, bon, comme si en fait ça se passait un petit peu comme ça. Ou alors, allez dans les champs, peignez ce que vous voyez, coupez des fleurs, n'importe lesquelles, et reproduisez-les comme vous pourrez. En fait, non, ce n'était pas comme elle pouvait. Donc, le rôle central de la technique ne pouvait-il être compris que, finalement, par un artiste? C'est bien possible, puisque, je terminerai sur là-dessus, Gaston Quenu, lui, Gaston Quenu a été élève à l'école des arts décoratifs, il est lui-même peintre. Il a remarqué en fait que effectivement, quand les enfants peignaient sur un support de couleurs teintées, l'harmonie des couleurs en fait en résultait naturellement.
lui a remarqué ce détail, ce que n'ont pas du tout relevé les autres protagonistes de cette histoire. Donc la méthode va disparaître complètement pendant 80 ans à la mort d'Hélène Guinpier, et elle va réapparaître en 2019 à l'initiative de l'association Hélène Guinpier, qui la pratique à nouveau exactement de la même manière que lorsqu'elle a été inventée, avec la même technique, le même procédé, les mêmes étapes. Et la méthode est aujourd'hui utilisée dans les classes primaires, dans des centres sociaux, des EHPAD, et donc continue à se diffuser. Donc en fait, on peut dire que d'une certaine manière, Hélène Guinpier a eu sa revanche. Voilà, j'en aurais terminé.